Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire 30 minutes pour comprendre de Vivre et Devenir. Je me présente, je suis Christophe Bonneau, je suis le directeur général de Vivre et Devenir et pour les 30 minutes qui viennent, je suis le modérateur de cette rencontre et de ce webinaire. Pour mémoire, les objectifs de ce webinaire, c'est présenter, donner envie de comprendre un sujet porté par Vivre et Devenir dans le périmètre d'activité de Vivre et Devenir. C'est mettre en avant des belles pratiques, des belles expertises qui sont portées par des personnes accompagnées, soignées ou des professionnels de Vivre et Devenir et d'ailleurs. Et puis c'est s'appuyer sur l'expertise de sachants, de personnes extérieures pour éclairer le thème choisi. Aujourd'hui, le thème de ce webinaire, c'est la loi du 11 février 2005, la loi sur l'égalité des droits, des chances, la citoyenneté, la participation des personnes handicapées. C'est la loi qui porte le cadre des politiques publiques dans le champ du handicap en France, définition du handicap, l'emploi, l'accessibilité, la scolarisation, des tas de sujets sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Donc comme nous voyons, on vous voit tous derrière vos écrans, on sait qu'il y a ceux qui pensent que la loi a fait d'énormes avancées et puis ceux qui pensent qu'il reste beaucoup à faire. Donc on va y revenir tout à l'heure. Nous on est au milieu de ces deux parties pour poser les éléments du débat. S'il y a des questions, n'oubliez pas que vous pouvez les envoyer sur le chat. On prendra quelques minutes à la fin pour y répondre. Et pour traiter ce sujet, cet anniversaire de la loi du 11 février 2005, nous avons la chance d'avoir trois invités que je vais vous présenter. Anna Spitz, qui est directrice régionale Île-de-France chez Vivre et Devenir, avec une expérience importante dans le champ du handicap et un périmètre d'activité dans le champ du handicap très important. Prosper Teboul, qui est consultant et ancien directeur général de APF France Handicap. On a dit qu'on faisait court dans les CV parce que sinon on y passait beaucoup trop de temps. Et Guillaume Citruc. Guillaume, vous êtes, pareil, je me limite dans votre présentation, vous êtes président du collectif Handi Voice. Oui. Et voilà, vous avez plein d'autres qualités, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure sur notamment vos activités professionnelles ou personnelles. Comme je finis dans les présentations par vous, Guillaume, peut-être que vous pouvez déjà nous dire, c'est quoi Handi Voice? C'est quoi ce collectif que vous présidez? Dites-nous un mot là-dessus, s'il vous plaît. Handi Voice, c'est une association qui est un think tank, un laboratoire d'idées et d'actions. On est uniquement des personnes handicapées et on essaie de promouvoir nos représentations, l'expertise d'usage. Et pour cela, on participe à plusieurs réunions et commissions, notamment au CNCPH, Ok. Voilà. Ok, expertise usagée, ça nous parle, think tank, CNCPH, on est dans la loi. Un exemple peut-être sur l'avancée de la loi 2005 par rapport à ce que vous portez là, sur la parole des personnes, sur une thématique particulière, s'il y avait un sujet que vous avez en tête sur une avancée de la loi de 2005. Pour moi, l'avancée principale, c'est la personne handicapée en tant que citoyenne qui est au cœur de son accompagnement et que c'est elle qui décide et la place des professionnels et secondaire. Pour moi, c'est ça qui est vraiment important. Et après, au niveau de l'emploi et de l'accessibilité,
peut-être ces sujets-là qui sont plus importants. Ok. Citoyenneté, emploi, accessibilité. Je tire ces deux mots et je me tourne vers Prosper. Est-ce qu'on peut, de manière plus globale, peut-être présenter c'était quoi l'esprit de la loi? Est-ce qu'il est toujours vivant, cet esprit? Est-ce qu'il y a des grandes thématiques, si on tire la pelote par rapport à ce que vient d'évoquer Guillaume? Esprit, es-tu là? Exactement, ouais. Oui, alors peut-être rappeler que cette loi a été possible grâce à l'engagement très fort du président de la République, Jacques Chirac, et également l'implication de Marianne Monchamp, qui était alors secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Et effectivement, il faut souligner aussi que Jacques Chirac était déjà le père de la loi de 75, la loi donc qui organise les institutions médico-sociales. Alors, l'esprit de la loi, j'ai retrouvé une phrase qu'avait prononcée Jacques Chirac, qui me semble tout à fait à l'image de l'esprit. Donc, il ne s'agit pas de réinventer. Il a dit une chose qui est bien résumée. Je cite, une société se juge à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles des siens, à son aptitude à refuser l'exclusion d'où qu'elle vienne. Donc au moment où véritablement Jacques Chirac et sa ministre portaient la loi, il a prononcé ces mots, cette phrase tout à fait chargée de vérité. Alors il faut quand même dire que cette loi a constitué un véritable tournant. Un tournant parce qu'elle renonce à une approche strictement médicale du handicap. Donc elle défend l'idée que le handicap résulte de l'interaction entre une personne qui présente une altération fonctionnelle, motrice, cognitive, visuelle, et un environnement non adapté. J'insiste vraiment là-dessus, non adapté. Donc c'est la première fois, effectivement, qu'il y a une formulation de ce type, avec deux grands principes. Garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie, en favorisant leur autonomie, et permettre une meilleure participation à la vie sociale. Alors, la loi, pour être un peu plus concret, la loi introduit 5 mesures phares, et n'oublions pas c'était il y a 20 ans, donc elles étaient totalement innovantes il y a 20 ans. Alors, les 5 mesures, la première, c'est l'accessibilité universelle dans les transports, les bâtiments publics et les lieux de travail. Guillaume, vous y faisiez référence, avec, je le signale à l'époque, une échéance à 10 ans. On en parlera tout à l'heure, qu'effectivement, elle était un peu mise à mal, cette échéance. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, cette loi instaure le droit des enfants en situation de handicap à être scolarisés en milieu ordinaire avec des dispositifs de soutien adaptés. Deuxième mesure. Troisième mesure, elle impose aux entreprises publiques et privées de plus de 20 salariés d'employer au moins 6% de personnes handicapées. Là aussi, c'est la première fois qu'il y a une telle mesure par rapport à la problématique de l'emploi que vous connaissez bien. Quatrième mesure phare, elle crée la PCH, c'est-à-dire la prestation de compensation du handicap, pour aider les personnes à couvrir les surcoûts liés à leur handicap. Et enfin, il y a la création des maisons départementales du handicap qui sont créées dans chaque département. Donc là aussi, il y a une couverture globale. La loi pose le principe selon lequel toute personne handicapée a le droit à la solidarité nationale et à l'accès aux droits fondamentaux comme tout citoyen. Donc là, c'est véritablement une doctrine extrêmement forte. Pour terminer sur cette présentation, je voudrais juste souligner que cette loi s'inscrit dans un environnement international assez, je dirais, dynamique, puisque je pense particulièrement à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été adoptée en 2006 et ratifiée par la France en 2010. Cette ratification engage clairement l'État français
dans cette voie. Je crois que c'est extrêmement important, à l'heure du bilan, de savoir qu'il y a aussi cette convention des Nations Unies et la ratification par la France. Oui. Oui, merci. Ouais. Anna, il faut nous sauver là parce que Guillaume nous parle de citoyenneté, Prosper nous parle accessibilité, scolarisation, emploi, compensation, MDPH. J'ai dit qu'on parlait de sujets portés par Vivre et Devenir, qui est un organisme gestionnaire. Où est Vivre et Devenir là-dedans? On gère des établissements dans le champ du handicap. Faut nous... voilà. Est-ce qu'il y a de l'impact? Est-ce qu'il y a eu de l'impact pour nous? Les choses ont changé ou pas? Oui. Est-ce qu'on peut illustrer ça? J'ai une petite inquiétude. Clairement. Je vais essayer de l'illustrer de la meilleure manière possible. Oui. La citoyenneté, c'est la question évidemment d'abord du libre choix. Et cette question du libre choix, elle est mise en avant dans l'ensemble des pratiques professionnelles au sein de l'association de Vivre et Devenir. Et je vais me restreindre un peu à l'Île-de-France pour vous donner quelques exemples concrets. Ce libre choix, il vient parler du pouvoir d'agir des personnes. Et donc si je parle par exemple de l'habitat inclusif, on est clairement dans un domaine qu'on développe au sein de l'association et notamment en Île-de-France, où on va favoriser, accompagner les personnes que nous appelons d'ailleurs des locataires et tout mettre en œuvre à leur côté pour leur permettre d'exprimer leurs souhaits avant toute chose. Donc il y a aussi les besoins et il y a également leur potentiel, mais il y a avant toute chose leurs attentes, leurs souhaits. Alors comment on va s'y prendre? Très concrètement, j'ai en tête le fait que dans le cadre du recrutement des professionnels, les locataires participent aux entretiens, donnent leurs avis, nous aident à grandir, nous professionnels, sur quelles sont les personnes qui vont intervenir au quotidien auprès des personnes dites locataires. Également dans tout le parcours d'accompagnement, et d'ailleurs le rapport peut être assez joliment fait entre les parcours d'accompagnement des personnes et les parcours professionnels, puisque là aussi les personnes sont invitées à participer au parcours professionnalisant des personnes en étant présents aux entretiens d'évaluation, en proposant également des formations. Et là, j'ai en tête une formation, je ne pense pas pouvoir faire l'impasse dessus parce qu'elle semble particulièrement portée en ce moment, et c'est une très bonne chose, c'est celle qui concerne la vie intime, affective et sexuelle des personnes. Ce sont les locataires et les personnes en situation de handicap qui le demandent. Et je pense qu'il y a effectivement un focus à faire autour de l'acteur citoyen et du fait que les personnes sont des sujets désirants avant d'être en situation de handicap. Et donc ça vient révolutionner beaucoup les institutions et c'est une très bonne chose. Ça c'est plutôt du coup le champ de l'accompagnement adulte, mais auprès des enfants, il paraît évident que nous déployons également des systèmes de compensation et d'accessibilité pour répondre à la loi de 2005 notamment, en intervenant prioritairement sur les différents lieux de vie des enfants et notamment à l'école, parce que c'est quand même le lieu principal fréquenté par les enfants. Donc on accompagne avec des équipes mobiles les enseignants, mais également les professionnels qui interviennent sur le périscolaire. On a des dispositifs d'autorégulation en collège. On a beaucoup de méthodologies du coup déployées pour permettre d'abord de rendre la société civile capacitante. C'est vraiment le premier champ sur lequel on intervient. Voilà. Et puis si je dois résumer un petit peu plus globalement la démarche et la dynamique, je crois qu'au sein de l'association, on est tous très très portés par la sensibilisation, comme c'est le cas au travers de ce séminaire, par la formation également, par le fait de rester curieux et ouvert sur l'ensemble des méthodologies qui sont proposées et notamment, on ne peut pas faire l'impasse complètement sur le numérique qui, grâce à l'intelligence artificielle, nous propose beaucoup de solutions, soit en compensation individuelle, soit en méthodologie pour pouvoir faciliter le travail quotidien des professionnels. Ok, oui. J'ai aussi en tête un établissement où ce sont des enfants en situation de handicap qui aussi participent au recrutement, je crois, en Île-de-France. Il n'y a pas que sur le champ adulte, oui, c'est vrai. Sur l'idée aussi d'étendre et de le faire le plus tôt possible sur la pas de la même manière, mais vous avez raison. Oui. Donc il y a une notion de subsidiarité du champ médico-social. Voilà. Puisque vous avez la parole, Anna, je vous la laisse encore 2 secondes parce que Jeanne nous pose une question, en fait, je le fais synthétique. Son fils est en situation de handicap psychique, en fait elle est en difficulté pour trouver une place en foyer.
Qu'est-ce qu'on lui... Voilà, on sait qu'il y a une tension. Alors je suis sur un sujet très opérationnel. Je suis famille, je suis en panade. On ne va pas trouver la réponse là, mais c'est juste comment est-ce qu'on peut apporter des pistes de solutions pour Jeanne? En tout cas, ouvrir les perspectives et commencer à solliciter les différents dispositifs présents sur le territoire, ça peut être un premier élément de réponse. Je pense notamment au DIH, qui est le dispositif intégré handicap. Je pense à la communauté 360, qui porte aussi des solutions et qui permet aux acteurs du territoire de se rencontrer et d'interagir. On porte beaucoup ces dispositifs, notamment sur le territoire du 93, de la Seine-Saint-Denis. Mais en tout cas, et on a aussi, d'ailleurs, j'y pense, aujourd'hui, la possibilité de recourir à des facilitateurs, qui sont des gens qui vont, on en parlait juste avant avec Guillaume, qui vont accompagner les familles et les personnes directement pour porter avec elles et les aider et les soutenir dans un projet d'accompagnement. Donc, ce n'est pas forcément en soi une solution que d'aller sur un lieu d'hébergement, mais ça peut faire partie d'un parcours. D'accord, oui. Et puis moi, j'ai toute la question, en fait, qui fait plusieurs lignes, et je complète ce que vous venez de dire, en complément vraiment sur l'idée de l'habitat inclusif aussi. Oui. Les logiques de foyer sont les réflexes qu'on a, mais on peut aussi imaginer de l'habitat inclusif, des résidences accueil, comme ce qui est porté sur certaines des régions où nous intervenons. Mais, merci Anna. Guillaume, il y a un sujet tout à l'heure, on a un peu botté en touche, mais quand on a préparé les échanges, vous avez parlé de la notion d'accessibilité. Est-ce qu'on peut y revenir peut-être? Vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un sujet là qui... Vous avez dit, je ne sortirai pas de là sans avoir parlé de l'accessibilité. Est-ce qu'on peut y revenir pour faire un peu revenir précisément sur certains concepts de cette loi? Parce que pour moi, l'accessibilité est calculé transversal à à chaque fois que quelqu'un veut faire une démarche, veut faire un projet, veut travailler, à chaque fois l'accessibilité est calculée et même si on a fait des progrès, il reste encore beaucoup à faire. Et notamment, moi, il y a un copain qui a dit qui a posté sur Facebook qu'il était sur la ligne de métro numéro 1 avec les ascenseurs. Et après l'ascenseur, il y avait une porte qui ne pouvait pas ouvrir. Voilà. Il est resté là-bas. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a vraiment une notion importante sur les transports. C'est vrai qu'on parle accessibilité, en général on parle transport. Vous nous dites c'est aussi le sujet de l'accessibilité à l'emploi, donc c'est l'accessibilité universelle qu'évoquait Prosper tout à l'heure. Puis vous nous dites quand même qu'il y a une petite notion de... Je sais pas, il y a un esprit bizarre, là on convoquait les esprits, ouais. On met un ascenseur, on rend accessible et on remet un obstacle. Oui, on ne comprend pas quoi. Comment ça peut être fait encore aujourd'hui. Et après, il y a aussi l'accessibilité numérique par rapport au handicap invisible et tout ça qui avance bien. Mais c'est un travail. Oui, et puis alors avec l'accélération du numérique, c'est-à-dire qu'on rajoute un sujet extrêmement important pour l'accès au droit ou pour faire des réclamations sur les sujets que vous évoquez. Oui. Il y a un autre sujet que vous pouvez peut-être nous illustrer, qu'on a aussi touché du doigt tout à l'heure, mais sur lequel on n'est pas revenu, peut-être sur la question de l'emploi. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Je sais que vous, à titre professionnel, donc là, vous bossez, vous êtes graphiste, vous avez avant monté une entreprise. Illustrez-nous le sujet de l'emploi aussi. Oui, en fait que ce que je
moi, dans mon parcours, la seule entreprise qui m'a embauché avant d'être en milieu protéiné, c'est une entreprise de moins de 20 personnes. Donc c'était une entreprise à essai humain et elle connaissait pas. Elle connaissait, il y avait des dispositifs qu'elle ne connaissait pas. Alors que moi, à l'époque, j'étais accompagné par Capompa. Et Capompa n'a pas informé l'entreprise d'un dispositif qui pouvait l'aider à pérenniser mon emploi. Et donc ça, c'est un problème. Et après, moi, j'ai créé mon entreprise qui est une expérience très enrichissante, mais ça manquait aussi le soutien. Et après ça, j'ai été en entreprise à la UK et réussi aussi à faire du graphisme, alors qu'au départ, on faisait beaucoup de conditionnement. Ah oui. Et voilà. Ah, ok. Oui. Pour moi, excusez-moi, mais pour moi, il y a quelque chose à faire pour mieux travailler ensemble et informer aussi les choses. Oui, ce que vous dites, me semble-t-il, sur le premier exemple que vous citez, c'est-à-dire une entreprise, vous êtes dans une entreprise, comment cette entreprise a l'information pour permettre une bonne intégration de vous au sein de l'équipe. Et je pense que c'est la question il y a l'entreprise et il y a le champ du handicap. Comment on fait croiser les deux et comment on donne accès à l'information sur ces logiques d'accessibilité au sens large, à l'emploi, etc. Oui, parce qu'en fait, c'est un dispositif qui permet de compenser mon handicap et qui donne à l'entreprise un peu les moyens, un peu plus. Et c'est dommage de ne pas avoir eu ça parce que ça aurait pu permettre de... Oui, je vois, oui. Voilà. Et puis vous évoquez aussi la question de... Je vois qu'il y en a une autre qui arrive, là. Vous évoquez aussi la question de l'évolution des types d'activités proposées. C'est ça aussi, vous parlez de milieux protégés, comment on passe à des activités, on parlait de numérique tout à l'heure, donc là vous parlez de le conditionnement vers le graphisme ou autre. Donc toutes ces évolutions et l'accès à l'information. Parce que pour moi, le milieu protégé, c'est vraiment les travaux manuels et tout ça, et avoir un travail autre dans un milieu protégé, c'est pas encore gagné. J'entends. Je le disais, il y a une question de Philippe, que je connais. Bonjour Philippe. Une question, est-ce que chacun d'entre vous, la question, quelles ont été les nouvelles décisions législatives importantes depuis la loi de 2005, est-ce qu'on a en tête juste une pour illustrer, pour dire qu'il y a eu la loi de 2005, il y a eu un certain nombre d'évolutions depuis, puis après on ira peut-être sur l'avenir. Est-ce qu'on a chacun, je sais pas, un exemple en tête? Moi, je veux bien donner un exemple, mais qui ne va pas dans le bon sens. Allons-y. C'est par rapport à l'accessibilité, la loi Elan, qui est venue démontrer de manière extrêmement caricaturale
on est passé de 100% de logements accessibles dans le bâti neuf à 20%. En termes d'objectifs. En termes d'objectifs. Ouais. Voilà. Donc, ça, alors, c'est une évolution, mais qui va absolument à contresens, surtout au moment même où on parle de plus en plus de désinstitutionnalisation. Donc, chercher l'erreur. D'un côté, on veut sortir le plus possible, ce qui n'est pas contestable, les personnes en situation de handicap des institutions, et on rend moins accessible le milieu ordinaire. Bon, voilà. On est complètement en lien avec ce que disait... Petite incohérence. Ouais. Guillaume, un exemple en tête d'une évolution qu'il y a eu depuis 2005, un décret, une loi, un sujet, il y a un truc. Moi, je suis pas très fort. Moi, parce que mon créneau, moi, c'est la vie pratique, mais par rapport à moi. Ok, non, mais c'est voilà. C'est bon, bien joué. Vous passez la parole à Anna. Anna, vous avez un exemple en tête, hein? Là, c'est comme ça. Peut-être la possibilité de mutualiser du coup les aides et le fait aussi que l'allocation adulte handicapé a été vraiment rendue à chaque personne en tant qu'acteur citoyen, donc, et qu'on n'est pas, c'est parce qu'on est deux à vivre ensemble qu'on se voit réduire de moitié ces prestations, ce qui est quand même plutôt, me semble-t-il, intéressant et elle est là dans le bon sens. Oui, tout à fait. C'est vrai. Non, je pense aussi, bon, il y a eu une évolution importante aussi dans le champ des ESAT, hein, du travail protégé, sur le droit des personnes voilà, qui sont avant tout des travailleurs maintenant, qui ont les mêmes droits que les autres, ou sur le nombre de créations de places en milieu scolaire. D'ailleurs, il y a une montée en charge de la scolarisation extrêmement importante. Bon, comme Prosper a mis le pied dans la porte sur les sujets qui peut-être frotter, rester à traiter, etc. Est-ce que, voilà, je distribue les baguettes magiques, comme je le fais à chaque fois. Chacun de vous trois a une baguette magique. Est-ce que sur les 20 prochaines années, c'est quoi on recommence un peu pour Prosper, voilà. Si vous permettez, avant d'actionner la baguette, je rajoute magique, parce qu'il y a d'abord la baguette tout court. Peut-être, c'est pas un bilan, parce que ça serait assez présomptueux d'établir un bilan en une minute, mais peut-être des idées, pour essayer de toucher du doigt qu'est-ce qu'on en retire aujourd'hui de cette loi. Alors, je rappelle juste qu'il y a moins d'un an, se déroulaient les JO, notamment les JO paralympiques, avec un engouement assez inédit de la part de la France, puisque, notamment. Et effectivement, on pouvait en espérer beaucoup. Et je vais reprendre une phrase qu'a prononcée Michael Jérémiaz, notre champion paralympique, qui se demandait si c'était simplement une parenthèse. Alors le terme exact, c'est parenthèse enchantée. Voilà, je l'ai retrouvé. Si ce n'était qu'une parenthèse enchantée, en espérant que ce ne le soit pas. Or, force est de constater que effectivement, ce n'était qu'une parenthèse. À peine quelques mois passés ces JO. Je m'appuie sur deux constats, 2 points. Le premier, c'est le rapport annuel de la Défenseure des droits, qui vient, son rapport est assez récent. Pour la 8e année consécutive, le handicap est la première cause de discrimination en France. 8 ans consécutifs. À hauteur de 22% des saisines. Hein. C'est énorme. Et les saisines sont focalisées sur 3 grands sujets, l'emploi, l'éducation et la formation. Voilà. Donc on tourne encore en rond. Donc c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est un constat, et ça apparaît juste après l'engouement pour les JO, notamment les JO paralympiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le bilan, mais Guillaume en a parlé. Le bilan quand même mitigé 20 ans après, parce que des points majeurs de la loi ont été détricotés, tout simplement, et effectivement l'accessibilité, puisqu'aucune contrainte n'est appliquée quand on n'est pas dans les clous. Hein. Voilà. Pour ne pas aller plus loin, puisque vous en avez parlé. Alors,
je vais parler un petit peu des défis. Mais avant de parler des défis, je pense que le problème n'est pas législatif. Aujourd'hui, le problème n'est pas législatif, mais c'est plus une volonté politique d'activer la mise en œuvre de la loi et l'effectivité des droits. Parce qu'on entend par-ci, par-là, effectivement, tiens, ça serait pas mal une nouvelle loi. Non, il s'agit simplement d'appliquer la loi de 2005 et en respectant les grands principes de cette loi. Donc c'est plus une volonté politique, une action, qu'un changement législatif. Ça c'est maintenant les défis quand même. Faut terminer plutôt avec du positif. Pour les 20 prochaines années, moi, de manière un peu provoque, hein, je dirais, arrêtons de mettre l'inclusion à toutes les sauces. Aujourd'hui, c'est très facile, hein, prenez n'importe quel projet d'entreprise ou même interne à notre secteur, il y a de l'inclusion. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'enlever. Par contre, arrêtons de mettre de l'inclusion et de se contenter de ça. Et arrêtons aussi de vouloir changer le regard. Ça ne suffit plus, que ce soit l'inclusion ou changer le regard. Changer le regard ne suffit plus. Donc, c'est un petit message quand même pour éviter la facilité. Et les défis, je dirais, avant tout, il faut s'inscrire dans un changement en profondeur de la société. On n'y coupe pas. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, Guillaume. Effectivement, c'est au quotidien que ça se conjugue. Trois défis. Je ne vais pas être très long là-dessus. Rendre effectif l'exercice des droits fondamentaux, quelle que soit la situation de la personne, et agir sur les droits et les prestations individuelles. Et je pense notamment à la 5e branche, où on est encore... alors, en étant même optimiste, au milieu du game, mais on n'est pas au milieu, on est vraiment un peu avant encore. Un peu avant. Ça, c'est le premier point. Garantir à tous, quel que soit le handicap, une véritable accessibilité dans la cité, mais je ne reviens pas parce que vous l'avez largement abordé. Et reconnaître l'expertise de la personne, augmenter son autodétermination et son pouvoir d'agir, c'est essentiel. Et je terminerai pour faire un petit lien avec les professionnels, le médico-social. Je voudrais vraiment souligner le contenu, l'éclairage que nous a offert Denis Pifteau avec son dernier rapport qui s'appelle « Experts, acteurs, ensemble pour une société qui change ». Mais véritablement, j'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que ça nous éclaire totalement sur la nécessaire transformation de la société par rapport à tous les défis que j'ai pu mentionner, et l'engagement des hommes et des femmes qui consacrent leur vie professionnelle à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc effectivement, chacun a son rôle à jouer dans la société, mais également dans notre secteur. Ça, c'est pour Anna. J'enchaîne. Mais je passe même plus la parole, moi je suis tranquille. C'est vous qui avez la baguette, Anna. Du coup, je la prends volontiers. Et je rebondis largement sur ce qui vient d'être présenté parce que si j'avais une baguette magique, moi, je le prends comme ça. J'aimerais qu'on puisse tous et toutes valoriser les vulnérabilités et travailler à partir de ces vulnérabilités qui, bien souvent, aident le tissu social classique à se transformer et à s'épanouir et à grandir réellement. Et c'est vrai que du coup, à partir du moment où on commencera à changer de regard pour de vrai, et depuis le plus jeune âge, et donc d'où ce qui me fait enchaîner sur mon deuxième axe avec cette baguette magique, c'est de rien lâcher, c'est de continuer à travailler, de rendre visible le secteur médico-social, pas en tant que secteur intrinsèque, mais en tant que moyen et ressource pour transformer la société et la rendre inclusive au sens réel du terme, de sorte qu'on ait chacun, chacune, vraiment la place qu'on y mérite. Je prends une question et j'y réponds. Comme ça, elle était pour vous, Anna, mais je vois l'heure qui tourne. En fait, on nous dit une
un exemple de sensibilisation, formation qui a pu être mise en place à Vivre et Devenir. Je pense à une directrice qui forme d'autres professionnels de Vivre et Devenir sur autodétermination, empowerment, etc. On pourrait en citer d'autres, mais juste pour être vraiment dans le sujet de la loi. On nous pose aussi une question: à quand une réelle accessibilité partout et pour tous et une réelle effectivité de la loi, point d'interrogation. J'ai retranscrit la question, je n'ai pas la réponse exacte de la date, on va chercher et on mettra dans le chat. La réponse est oui, mais rappelez-moi quelle est la question. Ouais, c'est ça, ouais. Guillaume, peut-être, voilà, vous récupérez la baguette, s'il y avait un sujet, un vœu particulier que vous retiendriez, vous? Ben, moi, j'aimerais revenir à Guy Prosper. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est avoir justement les lois. Moi, je pense qu'on est là, il faut les appliquer, il faut les obligations. C'est que ça me fait penser au débat qu'on a sur l'argent qu'on donne aux entreprises et qu'après, il n'y a aucune obligation aux entreprises, alors que l'État est beaucoup plus. Il faut des obligations pour que les sujets avancent, parce que sinon, si on compte que sur un bon vouloir des personnes, ben il y en a qui. On va respirer. Il y en a qui me font. Moi, mon parcours de vie, c'est grâce à des gens qui m'ont aidé. Mais faut aussi que même les personnes qui ne sont pas motivées, est une contrainte. Voilà. Ouais, c'est la question de la déclinaison opérationnelle des droits, de la loi, des décrets qui ont été pris et de leur mise en œuvre effective par, vous dites, obligation, sanction, mise en œuvre concrète, effective pour que tout le monde soit dans les clous. Et par exemple, au lieu de mettre des regards sur le périph', on fait payer les entreprises et pareil. Enfin bon, non, très clair. Une logique de sanction et d'obligation. Alors il y a plein des remarques qui n'étaient pas des questions, qui disent merci et merci. Donc voilà, je lis, mais voilà tous les trois. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a des sujets là que les gens vont continuer à creuser. Mais voilà, il y a des merci Prosper Teboul, merci Guillaume Citruc, merci Anna Spit. Donc voilà, je ne fais que lire. Donc moi aussi, merci à vous trois. Très intéressant. Pour mémoire, le webinaire, vous pouvez le regarder sur le site. Si vous voulez le regarder 2 ou 3 fois de suite, vous pouvez. Si vous pouvez le transmettre à d'autres ou le regarder plus tranquillement, il est disponible sur le site de Vivre et Devenir. Merci, à bientôt. Merci.